Alors, on va aborder un sentiment que franchement, tout le monde connaît. Ce décalage, parfois immense, entre ce que l'on sait être la bonne chose à faire et ce que l'on fait réellement. C'est un problème qui nous semble très actuel, mais on va voir que ses racines sont bien plus anciennes et profondes qu'on ne le pense. La question, elle est simple, elle est directe, et pourtant, elle est au cœur de tellement de luttes intérieures. On sait ce qu'il faut faire, on a l'information, on a le plan, la logique est là, limpide dans notre tête, mais l'action, elle, ne suit pas. Alors la vraie question, c'est d'où vient ce blocage ? Ah, ces exemples. Ils parlent à tout le monde, n'est-ce pas? On ne parle pas ici de décisions qui bouleversent une vie, non. On parle de ces petites choses du quotidien. La connaissance, elle est là, elle est évidente, mais passer à la pratique, waouh, ça peut parfois ressembler à une montagne infranchissable. Bien, alors creusons un peu. Ce sentiment, il n'a rien de nouveau. En fait, il faut remonter jusqu'aux philosophes de la Grèce antique, parce qu'ils avaient déjà un mot très précis pour décrire ça. Et ce mot, c'est akrasia. L'akrasia, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'agir contre son propre jugement. C'est ce moment précis où une petite voix dans notre tête nous dit « je sais que je ne devrais pas » et où on le fait quand même. Rien que de pouvoir mettre un nom sur ce phénomène, c'est déjà un premier pas pour commencer à le comprendre. Et attention, ce n'est pas juste un petit caprice, c'est du sérieux. Aristote lui-même considérait ça comme l'un des problèmes les plus profonds de la nature humaine. Ça donne une idée, hein ? Ça montre bien à quel point ce combat intérieur est vraiment au cœur de l'expérience humaine depuis des millénaires. Mais alors, comment c'est possible ? Comment une partie de nous peut savoir une chose et une autre partie en faire une complètement différente ? La clé de l'énigme, elle se trouve peut-être dans l'idée qu'il n'existe pas une seule façon de savoir. Mais en réalité, il y en a deux. Et voilà, on arrive vraiment au cœur du sujet. D'un côté, il y a le savoir intellectuel. C'est le savoir de la tête, celui des livres, des concepts, bref, c'est théorique. Et de l'autre côté, on a le savoir incarné. Celui-là, il est dans le corps, dans les tripes. C'est celui qui vient de l'expérience directe, qui est gravé dans nos muscles, dans nos réflexes. Et le truc, c'est que ces deux savoirs, eh bien, ils ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Cette image est parfaite pour comprendre. On peut lire tous les manuels sur la natation, comprendre la physique de la flottaison, la biomécanique du crawl, avoir tout pigé dans sa tête. Mais si on est jeté à l'eau sans jamais avoir pratiqué, ce savoir théorique ne sert à rien. Le corps, lui, ne sait pas quoi faire. Et encore une fois, cette distinction n'est pas une intuition moderne. On va voir que de très grands esprits du passé se sont penchés très sérieusement sur cette question cruciale. L'historien de la philosophie Pierre Hadot, par exemple, a très bien montré que pour les stoïciens ou les épicuriens, la philosophie, ce n'était pas du tout accumuler des concepts. Non, c'était une manière de vivre, une pratique de tous les jours, ce qu'il appelait des exercices spirituels. Le but n'était pas de savoir plus, mais de se transformer. Une sagesse à pratiquer, pas juste à lire. Spinoza, au XVIIe siècle, pousse l'idée encore plus loin. Il parle de 3 genres de connaissances. Le premier, c'est le oui-dire, ce qu'on sait sans l'avoir vérifié. Le deuxième, c'est la raison, notre fameux savoir intellectuel. Mais pour lui, le seul qui compte vraiment, c'est le troisième, celui qui naît de l'expérience directe intérieure. C'est le seul qui a le pouvoir de nous changer. C'est lui le but à atteindre. D'accord, mais la question à 1 million, c'est comment on fait ? Comment passe-t-on de l'étape 2 à l'étape 3 ? Comment transformer nos connaissances intellectuelles en actions bien réelles, incarnées ? C'est ce chemin qu'on va explorer maintenant. La réponse, elle est simple, mais elle est immense. Elle tient en un seul mot, l'incarnation. Il s'agit de faire descendre la connaissance de la tête vers le corps, de transformer la théorie en pratique, l'idée en un réflexe. Et ça, c'est particulièrement pertinent aujourd'hui. On a des outils incroyables. L'intelligence artificielle, par exemple, peut nous donner accès à la quasi-totalité du savoir intellectuel mondial en quelques secondes. La compréhension théorique n'a jamais été aussi facile d'accès. Mais, et c'est un mais crucial, aucun outil, aussi puissant soit-il, ne peut faire l'expérience à notre place. L'IA peut nous donner la carte la plus détaillée qui soit, mais elle ne peut pas marcher sur le chemin pour nous. Au bout du compte, ce passage du savoir offert, ce processus d'incarnation, c'est une responsabilité profondément personnelle. C'est un travail intérieur que personne, absolument personne, ne peut faire à notre place. Et c'est à la fois notre plus grand défi et notre plus grand privilège. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question pour soi-même. Si l'on regarde sa propre vie, là, maintenant, quelle est cette connaissance que l'on possède intellectuellement, mais qui attend encore d'être vécue, d'être incarnée dans les gestes de tous les jours ? La réponse ? C'est peut-être le début de sa propre troisième voie.